Il y a les trains qui s'enfoncent dans la forêt amazonienne. Il y a celui qui glisse sur la mer, sur la baie de Bahia. Rien que de venir attendre le train là, tout seul, au milieu de la jungle, j'ai l'impression d'avoir déjà réussi mon voyage. Au Brésil, le hamac est un véritable moyen de transport. Et vous savez quoi, je me demande pourquoi on fait pas ça dans les trains. On serait bien, c'est super confortable. Le Brésil. Je voulais commencer mon voyage dans la baie de Bahia. C'est là que les Portugais ont installé la toute première capitale du Brésil, Salvador. L'Amérique venait à peine d'être découverte. C'est un concentré de toute l'âme du Brésil. Ici, les trains n'ont pas le même son qu'ailleurs. C'est le klaxon du train, et en plus mélodieux à la brésilienne. C'est bon, on dirait que vous jouez en rythme avec le train. C'est bien là, Si tu écoutes bien, le train il fait tchac, tchac. C'est un rythme qui me fait penser au son de l'Afrique, à mes ancêtres aussi. Ça me fait voyager, ça m'inspire. Pour moi, les bruits du train comme tchac, c'est presque une musique contemporaine. Et vous jouez souvent dans les transports? Ici à Bahia, tout est basé sur la musique. Chaque objet devient une percussion. Chaque chose est musique, comme ce train. Tout est prétexte à la musique. D'ailleurs, on dit ici que les Bahianais, quand ils parlent, en fait, ils chantent. Donc ce train, c'est une musique pour vous. Bravo! Mais alors, vous êtes des amis qui vous retrouvez dans les trains? Vous êtes un groupe? Vous êtes qui? On essaye de jouer tout le temps ensemble. On aime jouer la musique ensemble, que ce soit à la plage, pendant une fête d'anniversaire. On est un groupe d'amis unis par la musique. Elle fait partie de notre vie. Alors ça, c'est pas de la samba du tout, c'est quoi? De la samba? C'est de la samba? Oui, bien sûr. Mais je croyais que c'était plus rapide, moi, la samba. À Bahia, la samba est plus lente, plus romantique. Mais au fur et à mesure que l'ambiance monte, on accélère le rythme. Et donc la samba la plus lente possible, ça ressemble à quoi? La plus romantique, la plus suave possible. On est tout de suite ailleurs. Hein. Arriver en train à Salvador, c'est comme un plongeon dans les vibrations et l'histoire du Brésil. La capitale de l'État de Bahia fut longtemps une ville richissime, grâce au commerce de la canne à sucre, du tabac, de l'or et du diamant. Riche aussi grâce au travail et à la sueur de millions d'esclaves importés d'Afrique par bateau. Certains appellent Salvador
la Rome noire. Noire car une grande partie des habitants sont des descendants des esclaves. Rome, parce qu'il y a dans cette ville un nombre impressionnant d'églises. Plus de 365, une par jour de l'année. La plus populaire serait celle de Nosso Senhor de Bonfim. Je décide d'aller jeter un œil et je ne suis pas déçu. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Vous bénissez une voiture? Cette habitude de bénir les objets, et notamment les voitures, est spécifique à l'église de Bonfim à Salvador. Je ne saurais pas vous l'expliquer, mais à Bahia, c'est vraiment une habitude que de le faire. Alors ça, c'est incroyable. Moi, je croyais qu'on bénissait que des personnes. Mais je bénis aussi les personnes. En fait, je demande la protection de Dieu pour la voiture et ses occupants. Vous bénissez combien de voitures en un dimanche? Le dimanche, c'est entre 4 et 20 voitures. Mais la plus grande affluence, c'est en pleine semaine, car les gens sortent directement du concessionnaire avec leur voiture et viennent la bénir ici. Donc chaque jour, il y a au moins un prêtre devant l'église pour bénir les voitures neuves. Voilà. Vous venez d'acheter la voiture, elle est toute neuve? Oui, elle est presque neuve. Vous vous autorisez combien de kilomètres avec la voiture neuve avant qu'elle ne soit bénie? On essaie de rouler le minimum possible. Avec celle-là, j'ai fait 200 km. Comme il y avait carnaval, je n'ai pas béni avant, alors j'ai fait attention. Minimum, sinon ça pourrait être dangereux? Oui, à chaque nouvelle voiture, je viens ici. Je la fais bénir afin de la protéger et surtout de faire en sorte qu'il ne nous arrive rien. Merci. Ok. Qu'est-ce que c'est que tous ces petits rubans accrochés sur les grilles de l'église? C'est une croyance. Les gens prennent des rubans et doivent faire 3 nœuds. À chaque nœud correspond un vœu qui se réalise. En fait, les pèlerins qui font cette église en repartent physiquement, mais laissent derrière eux ce petit ruban, symbole de leur spiritualité et de leur croyance qui reste ici. La tradition des petits rubans comme ça accrochés à la grille, est-ce que c'est bien catholique comme tradition? Je ne dirais pas que c'est une tradition purement catholique. Disons que c'est plutôt une tradition populaire. Tous les rubans qui sont accrochés ici sur ces grilles, pour certaines personnes, ce ne sont que des bouts de tissu colorés qui volent au vent. Mais en fait, si tu regardes avec les yeux de la foi, alors tous ces rubans sont l'expression de la foi des pèlerins de Bonfim. Dans cette église, il y a un endroit que je trouve très touchant, c'est là. C'est juste à côté du chœur. Ce serait la preuve en fait que les vœux sont exaucés ici. C'est la salle des milagres. La salle des miracles, regardez. Regardez ce qu'il y a au plafond. C'est quand même fou. Des dizaines de jambes, de têtes, de bras. En fait, ce sont les croyants qui sont venus remercier le Seigneur de Bonfim, le remercier d'avoir guéri d'un bras, d'une jambe, d'une tête. Et ils accrochent le membre comme ça au plafond. C'est quand même très touchant parce que c'est une tradition qui dure depuis des siècles et puis c'est des gens qui ont été délivrés de quelque chose et je trouve ça assez fort.
Salvador est un régal. J'y resterai bien un peu, mais il y a un train qui m'attend quelque part. Qui m'attend tout au bout du Brésil, loin de Bahia, dans la forêt amazonienne, tout près de la frontière avec la Guyane. La vérité est qu'il y a très peu de trains au Brésil et que les gares sont souvent cachées dans les endroits les plus reculés. Elle est pas mal celle-là. Regardez, une petite gare, une voie, et puis tout autour, la forêt. La nature et surtout le son de la nature, écoutez. Rien que pour ce petit moment, ça valait le coup de venir au Brésil. Vous voyez, ici on fait pratique, les trains c'est toujours mi-fret, mi-passager. Un trou. Il y a une espèce de flottement, personne ne sait où monter. Bon, les voyageurs montent dans là-bas. J'ai pas tout compris, mais on ne monte pas en face du quai. Ici? Aquí? Ici? Ah, j'ai compris pourquoi les voyageurs ne montent pas depuis le quai. Là-bas, c'est le wagon des agriculteurs. C'est là-bas qu'ils montent leur sac. Et nous, c'est là. Me voilà dans cet improbable train de la jungle. Direction la forêt, la forêt, la forêt. Voilà. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, j'ai la forme. Moi, j'ai 69 ans et ce train, ça fait 46 ans que je le prends. Et vous allez d'où à où comme ça depuis 46 ans? Attends, faut que je te dise. Les sièges avant, ils n'existaient pas. Ce n'était pas du tout comme ça. On avait plus d'espace. Il y avait des bancs un peu partout, mais moi, j'aimais bien dormir au milieu, à même le sol. C'était bien plus drôle et confortable. C'était mon wagon, le wagon 5. C'était notre petite perle. Pourquoi vous dites que c'était notre petite perle, ce wagon? Parce que c'était le wagon des pionniers, le wagon des colons, et ceux qui, comme moi, sont venus exploiter cette terre. C'était pas un wagon bon chic, bon genre, non. Dans ces wagons, on faisait ce que l'on voulait. On mangeait tous ensemble, on s'asseyait par terre. C'était notre wagon, le wagon numéro 5, celui des agriculteurs. Attendez, vous faites partie des premiers qui sont partis défricher la forêt dans cette direction-là pour s'installer comme agriculteurs? J'ai fait plus de 1000 km pour m'installer ici et cultiver cette terre. Avant, il n'y avait que la forêt ici et c'était dangereux. Il y avait des panthères, des pumas. À l'époque, on était seuls. Mais si on voulait s'en sortir, cultiver la terre, c'était le seul moyen. Il fallait affronter la réalité et les difficultés de la jungle. C'était dangereux, mais aujourd'hui, je ne partirai pour rien au monde. Et vous avez été attaqué par des animaux? Vous avez été blessé? Vous avez eu des difficultés? Tu sais, avec mon mari, on a un élevage de canards. Et un jour, une panthère est entrée chez nous pour chasser le canard. Elle était là, à quelques mètres de nous. Heureusement, mon mari a réussi à la tuer en lui tirant dessus. Alors oui, vivre en forêt, c'est dangereux. Et vous préféreriez pas vivre dans une petite ville avec une petite voiture, bien tranquille? Non, moi, ça me plaît d'être en forêt. Tu sais, au cœur de la forêt, c'est calme, il n'y a pas de bruit. Tu peux tout faire dans la forêt, tu es tranquille. Et puis, il n'y a pas de voleurs dans la forêt. On peut dormir les fenêtres ouvertes, alors qu'en ville, c'est impossible. Moi, au cœur de la forêt, je me sens libre. Et puis, quand tu y as goûté, tu ne peux pas fuir la nature. La nature, elle te retrouve tout le temps. Ça me fait drôle de vous entendre parce que vous me donnez presque envie de vivre dans la forêt. Merci beaucoup.
Andrea, pourquoi vous avez un couteau dans les mains? J'ai besoin du couteau afin d'aller couper les grappes d'açaï. L'açaï, qu'est-ce que c'est? C'est un fruit que je cueille en haut d'un palmier. Et on peut en faire des jus de fruits. C'est un fruit très populaire. Et là, vous allez en cueillir, mais pour vous? Non, je l'ai revends. Mais vous allez le cueillir où? Près d'ici, dans un coin de la forêt. Donc là, vous allez bosser, là, en fait? Oui, ça fait 10 ans que je le fais. Si ça te dit, bien, tu peux m'accompagner. Si. Ça, c'est vraiment la gare de la jungle. Ici, cette gare, on l'appelle la gare du kilomètre 138. Et ça, c'est quand même la gare la plus paumée que j'ai jamais faite. Celle-là, elle est numéro 1, officielle. Et vos fruits, vous allez les trouver comme ça, dans la forêt? C'est totalement sauvage? Non. En fait, tu as deux possibilités. Soit c'est l'homme qui plante l'arbre, soit c'est un oiseau, le toucan, qui après avoir mangé le fruit, sème la graine. Donc là, on va dans la jungle chercher des fruits d'arbres plantés par des toucans, alors? Oui, oui, c'est des fruits sauvages. Partout autour de nous, ce sont des açaïs sauvages plantés grâce aux toucans. Suis-moi, on va les chercher dans la forêt. C'est la première fois que je pénètre dans la forêt amazonienne. Alors, première impression, c'est humide, mais alors humide. Là, il y en a. Regarde en haut, il y a une grappe. Tu vois? Où ça? Ici, en haut de ce tronc. C'est où? Je vois pas, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une grande grappe avec plein de petites boules noires. En fait, c'est un fruit qui au départ est vert et au bout de 6 mois, il devient noir. Là, tout en haut? Oui, je vais grimper. C'est pas très haut. Ça fait au moins 15 mètres. Non, seulement 10. Mais il y a des arbres bien plus hauts que ça. Regarde là-bas. Certains palmiers vont même jusqu'à 40 mètres. Mais comment vous faites pour grimper? L'idéal, c'est de grimper un tronc. Et au lieu de redescendre, tu passes d'un arbre à l'autre. Attendez, vous dire que vous allez monter là-haut? Oui. Oh, c'est tout simple. Hein. Je grimpe directement sur le tronc. Ah bah oui, c'est tout simple. Ah mais là, je suis impressionné. Mais vous allez glisser, c'est tout mouillé. Oh, il change d'arbre. C'est juste incroyable ce qu'il fait. Mais le tronc est ruisselant d'eau, c'est trempé. Moi, je fais pas 15 cm. C'est très dangereux en fait. Ça va? Ça va bien. Mais le tronc est un peu lisse. Qu'est-ce qui se passe? Le tronc est mouillé, ça glisse. Oh, il descend ça comme une barre de pompier. À cause de la pluie, ce tronc, comme il est lisse, il est trop glissant. Mais j'ai repéré un autre arbre plus loin. Ah, là, c'est plus que humide, c'est du marécage. Ça le fait rire. T'as mis tes chaussures dans l'eau. Bah, c'est vrai que c'est humide. Hein. Et celui-là, il est moins lisse? Celui-là, il a l'air moins lisse. Ça va? Ça monte plus facilement? Oui. Il y a combien de mètres là? 35 mètres. Mais vous êtes jamais tombé? Non. Il y a du bon fruit. Ah, ça, j'en reviens pas. Ah, dis donc, mais là, je suis bluffé. Hein. Bon, ça, c'est le fruit là. Il est bon à manger là? Oui. Je vais pas attraper des maladies de la jungle. Non, tu dois plutôt grossir. Bon, ça, j'y vais alors. Ah, c'est dur. Je craque tout. Mais c'est dégoûtant. Faut pas croquer le noyau. Regarde, comme ça.
Il ne faut manger que la chair autour du noyau. D'accord. Ah, c'est rigolo. Ça a un petit goût de... Ah, c'est difficile, d'açaï. Une espèce de petite myrtille, mais un peu sèche. Et vous passez votre vie dans la forêt comme ça, à courir après l'açaï. Oui, ce que j'aime dans la forêt, c'est que je me sens chez moi. Je suis en communion avec la nature. Grâce à la forêt, j'ai tout ce qu'il me faut pour vivre. Je récolte ses fruits, je chasse. C'est un petit peu comme une mer, en fait, cette forêt. Oui, la forêt, c'est mon élément. Je retrouve mon train de la jungle. Il fait toujours chaud, humide. Direction Santana, le terminus. Là, c'est le wagon-restaurant sur 2 sièges, là. C'est un grand restaurant. Non, c'est un mini-restaurant ici. Qu'est-ce que vous avez au menu? Du fromage, des bonbons, des sandwichs au jambon, des beignets. Oh, il y a des bons gâteaux. Oui, des gâteaux au macaxeira. Qu'est-ce que c'est un gâteau de macaxeira? C'est un gâteau au manioc doux. Bah, j'ai jamais mangé un gâteau de manioc. T'en veux un? Donc ça, c'est du gâteau au manioc doux. Oui, c'est du manioc doux. Bon. C'est bon car j'ai mis du lait de coco dedans. C'est bon? On n'a plus faim pendant 15 jours après. Hein. C'est vrai, c'est consistant. Et alors, ça fait combien de temps que vous faites la ligne de chemin de fer, là? Depuis 1993. Et vous l'aimez bien, ce train? Ce que j'aime surtout, ce sont les voyageurs, les habitués du train. Est-ce que les voyageurs vous confient des fois des petits secrets? Oh que oui. Qu'est-ce qu'ils vous racontent, par exemple? En réalité, je crois que c'est davantage moi qui leur raconte mes petites histoires. Ah bon? Qu'est-ce que vous leur racontez comme histoire, par exemple? Je leur raconte l'histoire de la ligne de chemin de fer et l'histoire de ma vie. Les deux sont intimement liés. Quand j'étais petite, mon père est venu du Suriname pour trouver de l'or ici. Il nous disait qu'il entendait une voix dans la forêt, comme un esprit qui le guidait. Un jour, dans la jungle, il a découvert une drôle de pierre. Il l'a donc montrée au gouverneur et aux autorités. Il s'est rendu compte que ce n'était pas de l'or, mais du manganèse. Mon père était heureux. Il a crié victoire. C'est lui qui a découvert le manganèse. Attendez, parce que c'est énorme. Vous voulez dire que c'est... Parce que là, cette ligne de chemin de fer, elle a été construite pour desservir une mine de manganèse qui est au terminus à Serra de Navio. Vous voulez dire que c'est votre père qui a découvert le premier morceau de manganèse de cette mine? Oui, c'est vrai. Vous devez être très très riche, vous possédez la moitié de la mine. Ah, j'aimerais bien. Non? Non? Pas vraiment. Mon père était considéré comme un clandestin, alors la pierre lui a été confisquée. Aujourd'hui, personne ne sait que c'est lui qui a découvert la première pierre de manganèse. Quelle histoire! C'est une belle histoire, une longue histoire. Uma longa história, né? Voilà, c'est le petit moment pour se faire plaisir. Là, on est dans l'hémisphère nord, tranquillement. Et ça, c'est le GPS. Donc normalement, dans... ça ralentit. 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est là, juste là. Ça, c'est l'équateur. Là. Et là, on passe maintenant, tranquillement, dans l'hémisphère sud. Ça y est.
tout le monde récupère ses bagages dans le wagon. En fait, ce qui est sympa avec ce train, c'est que vous payez le billet pour votre personne, mais vous ne payez pas pour ce que vous transportez. Donc il y a plein d'agriculteurs qui transportent comme ça leurs marchandises et qui vont vendre au marché de Santana, là, qui est juste à côté. Mais si le train s'arrête ici, ce n'est pas seulement parce qu'il y a un marché dans les environs. C'est surtout qu'il ne peut pas aller plus loin. En travers de sa route, il y a un monstre. Le plus long fleuve du monde avec le Nil. Le plus grand fleuve de la planète par son débit. L'Amazone. Pas de pont pour l'enjamber. Terminus du train. Alors là, si vous voulez aller plus loin, évidemment, il va falloir oublier les trains, même si vous êtes accro comme moi, et passer au bateau. Sauf que là, les bateaux, à mon avis, ils ne sont pas comme les autres aussi. Queremos pedir a sua compreensão. Devido ao nosso atraso, estamos resolvendo problemas com o roubo que também agradeço pela preferência. Quero também dizer para você que já está pronto o almoço, tá? Para você que já quer muita qualidade, o melhor atendimento em nosso navio Ana Beatriz. Então, boa viagem a todos. Fique à vontade e curta a nossa viagem. Alors, je savais qu'il fallait amener son hamac, mais je ne pensais pas que c'était le seul moyen de s'asseoir ou de se poser quelque part. Ça, c'est marrant, ça. Hola, bonjour. Ah, vous êtes bien installé là, c'est parfait, c'est confort. Ah. Comment est-ce qu'elle s'appelle cette petite chopinette? Camille. Camille. Bonjour Camille. Et vous savez comment on choisit l'endroit pour mettre son hamac? Comment ça se passe? On arrive ici très tôt et on choisit son emplacement. Car si tu arrives trop tard, tu n'as plus trop de choix. Ah mince. Vous voulez dire que là il n'y a plus de place pour mon hamac? T'inquiète, on va trouver une place. Mais il faut parfois attendre que tout le monde soit installé pour mettre son hamac. Tiens, il y a même une place là. Elle est en train de déplacer tout le dortoir pour moi. On essaye? Et vous savez, il est tout neuf, c'est la première fois que je fais du hamac. Je fais un nœud classique. C'est ça. Mais j'ai peur que ça lâche. Non, dans l'autre sens. Et on sent que vous avez du métier. Hein. Vous voyagez souvent sur l'Amazone avec votre hamac? Non, c'est la première fois. Ah, c'est la première fois? Et comment ça se fait que vous savez bien faire les nœuds de hamac comme ça? Ici, ça s'apprend. Merci de m'avoir aidé à mettre mon premier hamac. De rien. Et je suis bas. Voilà. Mais je suis à l'étage en dessous, moi. Bah, vous savez quoi, c'est pas mal du tout en fait. C'est mieux qu'être assis sur un siège en plastique pendant 5 heures. Vous allez voyager pendant longtemps comme ça? Je pense environ 24 heures, mais comme il y a du retard, on ne sait pas trop le temps que ça va prendre. Et vous arrivez à dormir, vous, dans ces hamacs? Je ne sais pas, on va voir. Mais quand le sommeil t'appelle, en général, tu y arrives. Mais vous avez l'habitude de dormir dans des hamacs? Ça arrive souvent? Non, mais on en a un dans notre salon et c'est bien pour regarder les telenovelas. Et toi, tu te sens comment dans ton hamac? Bah ouais, j'aime bien, ouais. Et vous savez quoi, je me demande pourquoi on fait pas ça en France. On mettrait ça dans les trains, on serait bien, c'est super confortable. Parce que, vous voyez, c'est son petit chez-soi, on n'est pas loin de ses petites affaires, c'est son hamac, donc c'est propre. Franchement, c'est idéal. Bon, bah super. Bah, je suis content de vous avoir comme voisin de voyage. Le bateau reste donc le moyen de transport ordinaire. Pour franchir la plus grande forêt du monde, la route la plus facile, c'est le fleuve ou la rivière.
quand même un beau fleuve, à l'Amazone. Là, c'est tellement large qu'on dirait que c'est la mer. Il n'y a que la couleur de l'eau qui nous rappelle que c'est le fleuve. Pour goûter un peu à la vie amazonienne, je décide de débarquer sur une île. Une île au milieu de l'Amazone. Une île immense, grande comme la Suisse. L'île de Marajo. Une sorte de Camargue équatoriale, particulièrement réputée pour ses buffles. Il y aurait sur l'île 3 fois plus de buffles que d'êtres humains. Même la police est sur des buffles ici. Voilà. Vous êtes la police? Oui, de la police. De la police montée à dos de buffle. Mais pourquoi vous montez sur des bœufs? Parce que pour attraper les voleurs, ça doit pas être très pratique. Ah, nous on y arrive, car les buffles courent quand même à 20 km/h. L'avantage du buffle, c'est surtout qu'il est très efficace dans la vie. Bon, c'est vrai que le bitume, ce n'est pas trop son élément, mais cet animal est parfait pour patrouiller partout sur l'île de Marajo. Ah bon? Et c'est confortable? Ah oui, très confortable, bien mieux qu'un cheval. Si tu veux essayer et monter un de nos buffles, et tu verras par toi-même que c'est confortable. C'est confortable, vous êtes sûr? Fais-moi confiance, on connaît bien, on est de la région. C'est marrant, instinctivement, j'ai plus confiance qu'avec le cheval. Ça a l'air plus paisible. En ville, il est très calme, mais dans son habitat naturel, le buffle peut être féroce. Très féroce même. Ah bon? Féroce? Oui, féroce. C'est vrai qu'on sent qu'il y a du muscle, hein. Ça c'est que du muscle, c'est pas du gras. Isso aí, músculo, né? Músculo. Ah bah on est bien sur un buffle. À gauche pour aller à gauche et à droite pour aller à droite. J'ai toujours pas compris comment on arrêtait. Ah, c'est sympa. Mais alors, est-ce que la police à buffle est autant respectée qu'une police à moto ou à cheval? Est-ce que ça casse pas un peu le mythe? En fait, le buffle est un animal emblématique de l'île de Marajo. Il est très considéré ici. Donc celui qui monte le buffle, comme nous les policiers, eh bien nous sommes très respectés par la population. Ah. C'est vrai qu'on domine avec lenteur et force. Vous voyez? Ah, il faut que j'aille à gauche. Tire sur la corde. Ah. Voilà. Oh, à gauche. Ah, mais j'ai peur de lui faire mal au nez. Non, ne t'inquiète pas, il est habitué. C'est surtout un moyen de dominer l'animal, car s'il n'a pas l'anneau dans le nez, le buffle redevient quasiment sauvage. Et alors tu ne peux pas le monter. Oh. Ah, il s'en va. Oh, à gauche. Et j'ai un peu de mal à me faire respecter quand même. Hein. Pourquoi il ne m'obéit pas? Il faut transmettre au buffle la confiance. Il faut lui faire comprendre que c'est toi qui domines. Là, par exemple, il était en train de se dire que c'est lui qui dominait la situation et pas toi. Bon, bah alors maintenant, je vais prendre les choses en main. Ah, bah je vais te dominer, toi. Hein, tu me fais chier. Hein? Allez, vas-y. La domination du buffle, c'est un peu spécial. Je pense pour l'instant que je n'ai pas le dessus. Notre mission aujourd'hui, c'était de patrouiller en ville. On a fait de la police dissuasive, devant les banques, devant la poste. Mais notre principal but, c'est de patrouiller hors de la ville. C'est magnifique ici. Oui, c'est très beau. Ici, on patrouille à la fois pour préserver l'environnement et on protège les troupeaux des voleurs de bétail.
Et comme tu le vois, aucune voiture, aucune moto ne peut venir ici. Alors, patrouiller à dos de buffle est le moyen le plus adapté à cette région. Il y a des voleurs de bétail? Oui, les voleurs de bétail s'attaquent aux troupeaux. Alors notre travail sur l'île de Marajo, c'est de combattre les voleurs. Ici, par exemple, il y a une ferme où il y a beaucoup de bêtes. Donc ça attire les voleurs. Notre mission principale aujourd'hui, c'est donc d'aller patrouiller. Ah, c'est génial. Ça passe vraiment partout, hein? Oui, tu vas voir. Ne t'inquiète surtout pas. Sois tranquille, tiens-toi à la selle et reste bien assis. Ah! Mais il va couler, Ah non! Non, accroche-toi bien. Il peut rester 3 à 4 minutes sous l'eau. Ce buffle, c'est le meilleur nageur de l'île. Ne t'inquiète surtout pas. Il peut pas ça. C'est incroyable comme sensation. Voilà, ok. Ah, c'est dingue. Mais ça doit être vachement difficile pour le buffle d'avancer dans l'eau comme ça. Oui, très difficile, car il faut que le buffle soit très fort pour vaincre à la fois l'eau, les courants et la boue. C'est fabuleux. Voilà le troupeau. Bonjour. Avez-vous remarqué des vols en ce moment? Non. On vous vole beaucoup de têtes de bétail. Vous avez un chiffre, par exemple, du nombre de têtes de bétail qui ont disparu récemment? Oui. L'année dernière, par exemple, on a 12 bêtes qui ont disparu. Et cette année, on en est déjà à 40. 40 bœufs? Mais c'est énorme. Mais comment ils font pour les prendre? Ils les embarquent dans des camions? Ils les mettent sur des bateaux? Je vois pas bien comment on peut faire pour voler 40 bœufs ici. En fait, les voleurs tuent les buffles sur place et transportent la viande immédiatement, en général de nuit. Ils prennent le bétail et partent. Mais quand la police vient, ça nous aide, car ça dissuade les voleurs. Être sur un buffle pour protéger les autres buffles de l'île de Marajo, pour moi, c'est une très grande fierté. Et je crois que je suis vraiment amoureux de ce travail et puis de ces animaux. Car depuis leur plus jeune âge, on est avec eux, on les dresse et on travaille ensemble. Alors oui, je pense que ces animaux ressentent l'amour que moi et les hommes du bataillon leur apportons. Alors, vous savez que moi, c'est quand même un peu surprenant de voir des policiers qui aiment des bœufs. Ah, tu verras ça seulement sur l'île de Marajo et au sein de notre 8e bataillon. Le buffle, c'est un animal en voie de disparition, mais c'est un animal tellement doux. Tous ceux qui viennent ici, sur l'île de Marajo, tombent forcément amoureux de cet animal. Avant de repartir dans les profondeurs de l'Amazonie, à la recherche d'un train pas comme les autres, je fais une petite halte sur l'autre rive, à Belém. Une ville un peu oubliée, comme je les aime, qui a connu son heure de gloire avec le commerce du caoutchouc, et puis qui s'est patinée dans une sorte de langueur. La longueur du fleuve, de la chaleur, de l'éloignement. Il règne à Belém une nonchalance moite qui donne envie de poser ses valises, de tout lâcher.
Mais m'arrêter, c'est impossible. J'ai entendu parler d'un train incroyable. Un train qui se cache en pleine forêt, dans une zone où les touristes ne vont pas. À Carajás. La mine de Carajás est un trou gigantesque, en pleine forêt. Tout simplement, la plus grande mine de fer du monde. Et de ce trou béant sortent tous les jours 300 000 tonnes de fer qu'il faut transporter jusqu'à la mer. Et pour la plus grande mine du monde, il fallait un des plus grands trains du monde. Chaque train fait 3 km 300 de long, avec une loco tous les 120 wagons. Ce train titanesque transporte le fer à travers la forêt amazonienne. Évidemment, la mine et la voie ferrée sont vues d'un mauvais œil par les défenseurs de la forêt. Et notamment par certaines tribus indiennes qui vivent le long des voies. Je décide d'aller rencontrer les Parkatégé, des Indiens qui, il y a un siècle encore, n'avaient quasiment jamais eu de contact avec l'homme blanc. Voilà, bon dia. Bon dia. Assieds-toi, assieds-toi. C'est la communauté des Parkatégé ici. Dans notre langue, notre peuple s'appelle les Parkatégé. Mais dans la langue du blanc, on nous appelle les gavians. Ça veut dire les éperviers. Les éperviers? Et pourquoi les éperviers? Ce sont les Blancs qui ont choisi ce nom. Car il y a très longtemps, on fléchait les Blancs. Ils nous voyaient comme un peuple féroce. Oh, vous êtes féroce alors? Je dois avoir peur? Oui, j'étais féroce. Mais maintenant, plus du tout. Surtout que je suis devenu sage. On a appris à cohabiter avec les Blancs. Comme eux, on conduit des voitures, on intègre leur culture. Aujourd'hui, je suis sage. Mais c'est vrai que quand j'étais jeune, je n'aimais pas trop les Blancs. Je leur tirais dessus avec des flèches. Ah bon, vous avez tiré des flèches sur les Blancs? Oui, bien sûr. Ah oui? Oui, les Blancs voulaient notre terre, la terre de nos ancêtres. Ils voulaient nous envahir. Alors nous, on se défendait. Du coup, on tuait les Blancs car on nous tirait dessus, avec des armes à feu. Et vous en avez tué combien? Quelques-uns, disons une dizaine. Vous m'acceptez quand même si je suis un peu blanc? Oui, oui, on est sage maintenant. Pourquoi vous aiguisez vos couteaux là? Qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, notre but, c'est d'ouvrir un chemin dans la forêt. La jungle, c'est dangereux. Et il faut apprendre aux jeunes à ne pas s'y perdre et à se débrouiller seuls dans la forêt. À la tête du chantier, vous voyez, moins le chemin est large, plus il y a de boulot à faire évidemment, et plus l'âge des travailleurs augmente, et normalement il y a le chef au début du chemin, normalement. C'est lui qui ouvre la voie, c'est lui qui choisit la direction. Donc normalement, on doit trouver le chef par là. Voilà. Il est loin le chef? Il est devant, là-bas. Obrigado. Il avance à toute vitesse, le chef.
Allez, va le voir. Capitaine? C'est capitaine, c'est le capitaine. Capitaine? Je vais me perdre. Ah, j'entends du bruit là-bas. Capitaine? Ah, le voilà. Voilà, bonjour. Et vous allez à toute vitesse? Et alors, pourquoi vous ouvrez la voie dans ce sens-là plutôt que dans ce sens-là? Parce que je le sais. Je sais que c'est dans cette direction. Je n'ai pas besoin d'instruments, comme vous, les Blancs. Moi, je sais exactement où je vais arriver. Et c'est dans cette direction qu'il faut aller. Vous vous montrez le chemin, vous êtes le chef. Je suis l'homme fort, le chef de la tribu. J'ai l'habitude de faire ça. J'ouvre la voie et derrière moi, les plus jeunes sont là pour débroussailler et apprendre à se déplacer. C'est comme pour les cochons sauvages de la jungle. Si tu es un cochon mâle comme moi, tu sais marcher dans la forêt, tu sais dans quelle direction il faut aller. Mais si tu es un jeune cochon de lait ou un cochon femelle, alors tu ne sais pas. Toi, tu es un cochon femelle, tu ne sais pas te diriger dans la forêt. Et, chef, est-ce que je peux vous demander votre âge? Je ne peux pas te le dire parce que je n'en sais rien. Moi, je suis né dans la forêt et mes parents n'avaient pas de calendrier comme vous, les Blancs. Mais je pense être né en même temps que Maraba. C'est la ville voisine de notre tribu. C'était il y a un peu moins de 90 ans. 90 ans? Mais c'est pas possible. C'est pas possible, vous ne les faites pas du tout. Je suis un vieux chef. Et aujourd'hui, mon but, c'est d'apprendre aux jeunes de ma tribu à se débrouiller seuls dans la forêt et à leur transmettre mon savoir. Et pourquoi vous voulez absolument apprendre aux jeunes à ouvrir un chemin dans une forêt? Parce qu'en 2013, les jeunes, ils ont... Enfin, je sais pas, je parle pour eux, mais ils ont peut-être envie d'aller apprendre un métier en ville, à conduire une voiture, à jouer aux jeux vidéo. Mais ouvrir un chemin dans une forêt, est-ce que c'est vraiment utile en 2013? Ils doivent apprendre à se débrouiller, comme moi, je l'ai appris de mes parents. Ils doivent tout connaître de la forêt amazonienne. C'est notre culture, et il faut la sauvegarder. Car ce ne sont pas les Blancs qui pourront leur apprendre nos valeurs. Je comprends que pour le chef, tout cela est aussi un moyen de garder sa communauté unie, autour de valeurs de partage et de respect de la nature. Au cours du XXe siècle, sa communauté a été décimée. Elle a perdu les 2/3 de ses membres. Regarde, là, on est sur notre terre, la terre des Indiens. Les Blancs, ils ont posé leur rail ici. Eux, ils disent que c'est à eux. Mais pour moi, la terre, elle reste à nous. Quand j'étais jeune, je me souviens, la forêt était vierge. Il y en avait partout. Il n'y avait pas cette coupure. Mais aujourd'hui, avec la ville, avec l'élevage intensif, les routes et la voie ferrée, on se retrouve emprisonné dans une petite bulle de verdure. Tout est déforesté. Il n'y a presque plus de forêt vierge. Ça a quoi comme conséquence? Ça a eu quoi comme conséquence pour vous? Ils ont détruit la forêt et le problème c'est qu'il y a moins de fruits. Les arbres s'assèchent et la forêt ne nous apporte plus l'abondance d'autrefois. Et puis avec cette voie ferrée, les trains qui passent font tellement de bruit et de vibrations qu'ils font fuir le gibier. Alors on ne peut plus chasser. La vie, c'est comme un chemin. Et il faut savoir écouter son cœur, car c'est comme ça que l'on trouve la bonne direction. Je ne sais pas ce qu'il se passera demain pour ma communauté, mais ce que je sais, c'est que je peux mourir tranquille, car ma vie, mon chemin, ont été remplis de sagesse et d'humanité. Ben, vous êtes un chef impressionnant. Merci beaucoup. Je suis fasciné par l'Amazonie. Je pensais être bluffé par l'immensité, la forêt, le fleuve. Mais mes souvenirs les plus forts, ce sont les habitants. J'ai tout simplement de l'admiration pour eux. Leurs conditions de vie me paraissent toutes extrêmes. La nature implacable, l'éloignement,
immense. Les difficultés pour se déplacer, le climat, et parfois même la lutte acharnée pour leurs droits. Tous sont conscients que leur monde, leur environnement est menacé. Mais dans tous les cas, rien n'affecte une incroyable fierté. Une fierté d'être né là, de tenir, de résister, d'être plus fort. Et cette envie toujours joyeuse de montrer combien leur terre est belle, unique.